Voilà, tiens. Ah bon. Voilà. C'est difficile de me relever debout. Quand nous le rencontrons en février 2018, cela fait 30 ans que Claude Domès espère retrouver la dépouille de sa fille Marie-Angèle. La jeune femme est l'une des premières victimes de Michel Fourniret en 1988. Le tueur en série n'a jamais révélé où se trouve son corps. Et ça, je veux le savoir. Où qu'elle soit, je veux savoir en relais. Quel que soit l'état dans lequel elle se trouve. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est devenu une obsession, déjà. Et ça ne me quittera pas. Mais comme je suis vieux, je ne sais pas si je verrai le bon. J'en sais rien. Ça m'embête. Claude Domès est mort hier à 94 ans. Il n'assistera jamais au procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, qui se tiendra à la fin du mois. Elle est aujourd'hui la seule à encore pouvoir faire des révélations après le décès du tueur en série il y a 2 ans. Monique Olivier, c'est le mal avec un grand M, un M majuscule, et c'est le mal absolu. Moi, lorsque je la rencontre, Monique Olivier, elle me dit que, vous savez, se faire violer, on n'en meurt pas. Elle est inhumaine. Elle est beaucoup plus que cynique, elle est inhumaine. Rien ne l'atteint. Elle tire un peu les fils et l'autre, il se déchaîne. Pour certains, Monique Olivier est une manipulatrice qui a utilisé Michel Fourniret afin d'assouvir ses propres fantasmes. Pour d'autres, c'est une femme soumise et sous emprise qui craignait pour sa vie. Elle est insignifiante quand même, alors qu'elle a commis des actes extrêmement graves, elle est insignifiante. Ça ne minimise pas sa responsabilité. Mais vous n'êtes pas Michel Fourniret. Vous n'avez pas chassé des vierges pour votre plaisir personnel. Vous n'avez pas de satisfaction à ce que les victimes n'aient pas de réponse. On s'est rarement posé la question de savoir, tiens, si Monique Olivier n'avait pas rencontré Michel Fourniret, est-ce qu'elle aurait eu le parcours qu'elle a eu ? Monique Olivier, elle naît dans une famille sans histoire. Les gens autour d'elle n'ont pas d'histoire. Elle a une scolarité sans histoire. Elle n'a pas d'éléments marquants à vous noter. Elle dit « Mon père m'a jamais trop aimé. Mes frères non plus. Tout le monde se fout de moi. Je suis là, je suis pas là. On s'en moque. Vous me mettez dans une pièce, tout le monde va parler. Moi, personne ne va me remarquer. Je ne suis rien. » Monique Olivier, 38 ans, vient de se séparer de son deuxième mari violent. Elle a perdu la garde de ses 2 enfants. Elle vit dans le sud de la France, totalement isolée. Elle ne se considère pas intéressante, elle considère que personne ne peut s'intéresser à elle. Donc elle est dans un coin. Et elle va correspondre avec Michel Fourniret, parce qu'elle est garde-malade d'une vieille personne qui a le pèlerin, et dans lequel il y a des annonces, des gens qui cherchent des personnes pour communiquer. Donc elle lit ça, et elle voit jeune tolard, cherche correspondante, etc. Donc elle va rentrer en échange épistolaire avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Il va lui écrire très fréquemment. Ça veut dire qu'elle va avoir là un contact régulier alors qu'elle est complètement isolée à ce moment-là. Et elle va avoir là la possibilité de reconstruire un sentiment de relation et de vie sociale et d'exister enfin pour quelqu'un. Pendant 8 mois, Michel Fourniret et Monique Olivier s'écrivent beaucoup, pratiquement tous les jours. En tout, 700 pages manuscrites qu'ils nomment des messagères, où se glissent parfois des cartes postales ou des dessins comme cet autoportrait. Au bout de 2 mois de relations épistolaires, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, Monique Olivier et Michel Fourniret s'avouent leurs sentiments. Je suis indubitablement en train de tomber amoureux de vous, Monique. Monique, sache que je suis Dieu et que je t'aime à en pleurer. Est-il possible d'aimer quelqu'un sans l'avoir vu uniquement à travers des lettres ? Si c'est le cas, alors c'est merveilleux. Ils se donnent de petits surnoms amoureux. Ma princesse aux pieds nus, Natouchka, ma mésange. Mon fauve, mon petit tolard préféré.
Et Michel Fourniret confesse les raisons de son incarcération. Il a été condamné à 7 ans de détention pour une dizaine d'agressions sexuelles et un viol. J'étais au courant qu'il avait commis des délits sexuels, mais dans ma tête, s'il avait purgé sa peine, il ne recommencerait pas. Monique Olivier choisit de poursuivre sa relation, qui prend une tournure de plus en plus étrange. Et peu à peu, ça va dériver. Ça va dériver, il va l'interroger sur sa vie, elle va lui expliquer ses différents mariages. Mais ce qui m'intéresse, c'est de lui dire, mais vous êtes plus vierge, mais quand est-ce que vous avez perdu votre virginité? Pour lui, la virginité, ça représente la pureté, et il se trouve qu'il n'a jamais rencontré des jeunes femmes vierges. Et elle, au lieu de dire, mais c'est un cinglé, j'ai jamais vu personne, j'ai jamais connu personne qui demandait tant de détails, elle va aller dans son sens. Tu sais que je l'aime vraiment, mon petit taulard préféré. C'est un repris de justice très bien. J'aimerais surtout être à ses côtés pour lutter avec lui. Tu sais que j'aimerais bien la chaîne que tu me proposes. C'est pas donné tous les jours d'être enchaîné à un fauve. Gauthier Pierson est le premier à avoir expertisé Monique Olivier. Il a lu l'intégralité de sa correspondance avec Michel Fourniret. Il y a 3 phases, si vous voulez, dans les écrits. La première, c'est cette phase de séduction de la part de Michel Fourniret. Et il va le faire d'une manière subtile, progressivement, en venant d'abord chercher Monique Olivier sur son terrain, qui est le terrain de la carence affective, et donc en débordant d'affection, d'intelligence, de culture. Et puis alors, il y a la deuxième phase, qui est une phase, à partir du moment où il commence à la connaître, de culpabilisation. C'est-à-dire qu'il trouve qu'elle n'a pas été pure elle-même par rapport à cette sexualité, parce qu'elle a eu des rapports avec des hommes, parce qu'elle ne s'est pas comportée toujours de façon digne selon lui. Il la culpabilise en permanence, il menace de rompre le lien, alors qu'elle est déjà complètement séduite par le personnage. Et puis après, quand il aura bien réussi ça, eh ben à ce moment-là, il pourra faire valoir tous ses fantasmes. Elle est dans la toile et elle n'en sortira plus. Alors même qu'ils ne se sont jamais vus, il y a un pacte criminel qui est scellé dès le début. Dès le début, Fourniret s'engageant à tuer les 2 premiers maris de Monique Olivier, pour différentes raisons, et Monique Olivier s'engageant, elle, à lui trouver des MSP, ces fameuses membranes sur pattes, c'est-à-dire des jeunes filles qu'il enlèvera, qui tuera, qui violera et qui tuera. Un mois avant sa sortie de prison, Michel Fourniret rédige ses projets. Une liste très concrète. Jouer aux échecs, vivre en aventurier, plaisir du risque, enlèvement, disposer d'une jeune fente. Le 22 octobre 1987, Monique Olivier l'attend sur le parking de Fleury-Mérogis. Le couple s'installe à Saint-Cyr-les-Colons, à quelques kilomètres d'Auxerre, dans cette maison qui appartient à la mère de Michel Fourniret. Ils sont prêts à mettre leur pacte à exécution. Le 11 décembre, moins de 2 mois après la sortie de détention de Michel Fourniret, le couple commet son premier enlèvement. Ils ont repéré Isabelle Laville, une jeune fille de 17 ans. Fourniret recherchait une jeune fille qui pouvait me ressembler, comme si c'était moi qui lui donnais ma virginité. Il avait repéré Isabelle Laville, il m'a dit qu'elle pourrait faire l'affaire. Elle dit qu'elle lui ressemblait un peu parce qu'elle avait des longs cheveux noirs et qu'à l'époque, Monique Olivier avait également de longs cheveux noirs. Monique Olivier s'arrête en voiture, elle est en voiture, lui demande une direction dont elle sait que c'est celle d'Isabelle Laville. Ah ben justement, j'y vais, si tu veux, monte. Isabelle Laville n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est une femme au volant. Ils font 200 mètres. Puis au bord de la route, il y a un type qui fait du stop avec un bidon d'essence vide. C'est Fourniret. Fourniret monte à l'arrière du véhicule et là, c'est fini.
c'est fini, les portières sont bloquées parce qu'il a un dispositif de blocage des portières et de la vitre de son véhicule. Il lui enserre une cordelette autour du cou et Monique Olivier, tout en conduisant, lui donne du Rohypnol, la drogue du viol. Et au bout de plusieurs dizaines de cachets, eh bien, elle tombe dans un état de somnolence important, semi-comateux. Ils arrivent à Saint-Cyr-les-Colons, ils la portent à l'étage, et là, Fourniret, effectivement, demande à Monique Olivier de vérifier que la petite est vierge. Il essaie de la violer, il n'y arrive pas. Il a une panne sexuelle. Eh bien, notre brave Monique va l'aider à réparer ce problème en lui administrant une fellation. Ensuite, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'étrangle, il l'emballe dans un tapis, et tous les deux vont jeter le corps dans un puits qui a déjà été repéré bien avant. Puis après, une fois que le premier crime est réalisé et qu'il est fait dans la plus totale impunité, il n'y a plus aucune raison de s'arrêter. Le couple va sévir pendant 16 ans entre la France et la Belgique, sans éveiller le moindre soupçon. Après Auxerre, ils se marient, ont un fils, Selim, et emménagent ici, dans les Ardennes. Leur voisine, Jocelyne, les fréquente à l'époque. Alors au départ, ils n'ont pas habité là tout de suite. Ils ont habité là, sur le terrain là, dans une caravane. Et tout ça, c'est M. Fourniret qui a agrandi ça en 2 ans et demi de temps, quoi. Le couple est même invité à la communion du fils de Jocelyne. Au départ, ils étaient dans leur petit coin. Ils ne souriaient pas, hein. Et puis après, j'ai fait la danse du canard avec lui. Après ça, il y a eu la farandole, vous savez, la danse du tapis. Ils étaient présents tous les deux et ils s'amusaient bien. Ils s'amusaient. Ils s'installent ensuite en Belgique, à Sarcustine, dans cette maison. Michel Fourniret est embauché dans l'école élémentaire du village voisin. Le couple vit tranquillement jusqu'en juin 2003. Michel Fourniret est arrêté après une tentative d'enlèvement qui a échoué. Cette jeune fille est parvenue à s'enfuir de la camionnette que Michel Fourniret conduisait. Elle le dénonce à la police. L'homme est incarcéré à Namur pour tentative d'enlèvement. Les enquêteurs pressentent qu'il est lié à plusieurs autres disparitions de jeunes filles entre la France et la Belgique. Mais régulièrement interrogé, il ne lâche rien. Les policiers décident alors de se concentrer sur sa femme, Monique Olivier. Ils la convoquent tous les 2 jours pendant 1 an. Et elle se retrouve seule avec son fils Selim pendant 1 an. Et à ce moment-là, elle reprend une vie, entre guillemets, un peu différente, où elle m'explique qu'elle va au cinéma avec son fils, qu'ils ont une vie sans la pression permanente de Fourniret. C'est-à-dire qu'elle peut se servir de l'ordinateur, alors qu'avant elle n'avait pas le droit, elle peut se promener avec son fils sans parler de lui, etc. Sauf qu'à un moment, ça fait 1 an qu'il est en détention, donc il va sortir. Et donc là, elle va dénoncer Fourniret, mais uniquement Fourniret, parce qu'elle ne va pas s'auto-incriminer. Ça, c'est une réalité. Mais Fourniret va rester en prison. Par peur d'être considérée comme sa complice, je ne l'ai jamais dénoncé. Mais je sais que depuis le début de notre vie commune, il a tué au moins 6 femmes. Finalement, Monique Olivier accuse son mari d'avoir assassiné 7 jeunes filles. Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desrameaux, Elisabeth Brichet, Natacha Danet, Céline Saison, Maniana Tumpung. Ces aveux interviennent alors que l'avocat de Michel Fourniret s'apprêtait à demander le lendemain la libération de son client à Liège. Ce fut un moment très particulier puisque Michel Fourniret vraiment a été foudroyé. Sans réponse de sa part, je lui dis « Que fait-on? Va-t-on demain à Liège ou pas ?» Il me dit « Non, maître, demain, nous n'irons pas à Liège. » Donc, à partir du moment où il me dit cela,
pour moi, il est clair qu'il reconnaît en tout cas son application dans l'ensemble des meurtres. La Belgique découvre le visage d'un nouveau tueur en série. 7 ans après l'affaire du pédophile Marc Dutroux, condamné pour 5 meurtres commis avec la complicité de sa femme, les enquêteurs s'interrogent sur le rôle de l'épouse de Fourniret, qui à son tour est incarcérée. Les Belges mettent en œuvre des moyens considérables. Ils passent notamment le domicile du couple au peigne fin et trouvent des armes, des chaînes fixées au mur, des vêtements d'enfants, ainsi que les 700 pages de la correspondance du couple. Les policiers se forgent alors une conviction. Monique Olivier a été la complice des crimes de Fourniret. Au cours des interrogatoires, elle reconnaît sa participation et donne des détails glaçants. Après le premier meurtre, celui d'Isabelle, Monique Olivier est tombée enceinte. Elle a alors utilisé sa grossesse pour mettre Fabienne Leroy, 20 ans, en confiance. La jeune fille ne s'est pas méfiée une seconde de cette femme enceinte de 8 mois qui cherchait désespérément un médecin. 1 an plus tard, pour amadouer la petite Elisabeth Brichet, 12 ans, Monique Olivier utilise son nouveau-né Selim en demandant à la petite fille de l'aide pour se rendre chez le pédiatre. Elle avouera également avoir pratiqué des toilettes intimes sur les victimes, après avoir vérifié qu'elles étaient bien vierges et avant de les livrer à Michel Fourniret. Monique Olivier serait-elle plus que la complice du tueur en série ? Elle l'appelle Shere-Khan, mon Shere-Khan. Shere-Khan, c'est pas anodin, c'est le tigre sanguinaire du personnage de Walt Disney. Le tigre, c'est lui, le dompteur, c'est elle. Mais est-ce que le tigre va bouffer le dompteur ou est-ce que le dompteur va réussir à maintenir le tigre ? C'est ça la véritable question de ce dossier. Quelques jours après les aveux de Monique Olivier, des fouilles ont lieu dans le parc du château du Sautou, où le couple a séjourné. On creuse, et au bout d'une demi-heure, je vois le pelleteur, les 2 bras en l'air, pousser un cri d'horreur. Sur le godet du tractopelle, de la tractopelle, il y a effectivement un fémur qui dépasse, et on a retrouvé le corps de la petite Desrameaux. Les corps de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet seront retrouvés ce jour-là, après 10 heures de fouilles. Pour la première fois, le procureur Nagbar rencontre Michel Fourniret et constate l'absence totale d'empathie de Monique Olivier. Tout le monde est blême, livide, moi comme les autres, vraisemblablement. J'essaie de reprendre mes esprits rapidement, c'est ce que je fais. Je vais voir Monique Olivier, elle a 2 larmes qui coulent. Or, de la journée, elle était comme si elle était extérieure à tout ça, ça ne la concernait pas. Ses larmes coulent, elle lève ses bras, qui étaient avec les poignets menottés, elle me dit « Oui, c'est terrible, monsieur le procureur, vous voyez dans quelle situation je suis, c'est terrible. » En fait, elle pleurait sur elle-même, quoi. Elle est totalement froide, totalement indifférente. C'est une indifférence qui glace un peu le sang. Dans un premier temps, les experts belges décrivent Monique Olivier comme une femme sous emprise. J'étais tombée dans son piège. J'avais peur qu'il fasse pareil avec moi. Elle va leur donner le rôle d'une femme terrorisée par Fourniret, qui vit complètement sous sa coupe, sous sa dépendance, qui est totalement dominée par lui, qui n'a absolument pas son mot à dire. Ce qui nous frappe, c'est surtout une grande peur, toujours peur de mal faire, de mal dire les choses. Toujours tendance à s'excuser et qui, malgré sa taille, paraît toute fragile et on a vraiment cette impression qu'elle est tout le temps assise entre 2 chaises, jamais à son aise, notamment lors de la réalisation des tests, le test du quotient intellectuel, le fameux QI, durant lequel elle passe son temps à dire « Oh mais je suis sûr que c'est pas bon, je pense que je me suis trompée, je suis sûr que je suis pas à la hauteur » et ce genre de choses. Quelles sont les conclusions justement de ce test ?
Alors nous, à l'époque, on arrive à un quotient intellectuel total de 95, qui est un quotient qui se situe dans une norme basse, mais qui ne sort pas non plus des normes soit vers le haut, soit vers le bas, comme on dit. En décembre 2005, Monique Olivier est extradée en France. L'instruction se poursuit à Charleville-Mézières. Lors des interrogatoires, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas affaire à une femme particulièrement manipulatrice. Quand on lui pose une question, elle secoue la tête une fois, elle baisse la tête, donc il y a tous ces grands cheveux noirs aux racines décolorées qui lui tombent devant les yeux, on ne voit plus rien. Elle secoue la tête alternativement de droite à gauche, de haut en bas, elle pousse des grognements, des petits cris plaintifs, c'est très impressionnant à voir. On avait quand même un doute, quoi. On se demandait si elle en faisait pas un peu trop. Si c'était vraiment sa vraie personnalité ou si c'était quand même quelqu'un d'un peu différent. L'expert Jean-Luc Ployer est à son tour mandaté pour cerner la personnalité de Monique Olivier et la dynamique du couple. J'ai dit que c'était Monique Olivier qui lui avait donné son permis de tuer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'avait pas tué de sang. Lui, il met en scène et elle s'exécute. Mais elle s'exécute non pas comme un objet soumise, de soumission par rapport à ses fantasmes, mais elle y a largement participé, si vous voulez. Contrairement aux experts belges, le psychologue conclut que Monique Olivier possède un QI exceptionnel de 131, dont seuls 2% de la population est dotée. Un résultat qui donne une toute autre lecture du rôle de Monique Olivier. C'est quand même beaucoup, 131. Elle n'a pas le profil quand même. Et il nous dit ceci, elle ne peut pas être la complice soumise que l'on pense avec un QI pareil. Il fait une assimilation directe entre la manipulation et l'intelligence en disant cette intelligence-là ne permet pas de considérer que Michel Fourniret puisse manipuler Monique Olivier, c'est elle la manipulatrice. J'ai parlé avec Michel Fourniret, j'ai rencontré Michel Fourniret. Quand il parle de Monique Olivier, il dit c'est une grande toute molle. Et jamais elle se permettrait de dire à Michel on devrait faire ça. Jamais. Autour de lui, il a des choses dont il se sert et il donne des surnoms. Son dino, c'est son tractopelle, il a son Jojo, c'est son camion, vous voyez, il leur donne des petits noms. Et Monique Olivier, c'est sa Monique, quoi. C'est un ustensile comme un autre. Le couple, comparé à Charleville-Mézières, pour les meurtres et viols de 7 jeunes femmes devant 450 journalistes. Monique Olivier s'installe en premier dans le box et cristallise toute l'attention. Surtout que Michel Fourniret a choisi de garder le silence. Le concernant, la condamnation à la peine maximale ne fait aucun doute. Mais Monique Olivier comparaît pour complicité et peut espérer une peine moins lourde. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout le procès va reposer sur elle. Tout. Et donc, elle répond à la place de Michel Fourniret comme il se tait. Et elle se retrouve à supporter les questions pour Monique Olivier et les questions pour Michel Fourniret, puisqu'il n'y répond pas. Et elle répondra systématiquement, demandez-lui. Alors on lui explique, mais Madame Olivier, il ne veut pas répondre, donc répondez. Chaque question, chaque réponse est précédée ou suivie de l'analyse. Vous avez un quotient intellectuel, vous êtes en train de manipuler tout le monde, vous êtes une perverse. À telle enseigne que Michel Fourniret, lui, quand il se tait, c'est Monique Olivier, ça devient... c'est plus une muse, c'est... Michel Fourniret a été utilisé par Monique Olivier. Elle cherchait son tueur en série pour aboutir à je ne sais pas quelle perversité, etc. Donc, vous voyez, on est... C'est un désastre. Un désastre. Au cours de son réquisitoire, l'avocat général accable Monique Olivier, reléguant Michel Fourniret au deuxième plan. Elle devient l'égérie du crime, sans qui le tueur en série ne serait qu'un petit Fourniret. Il la qualifie de sorcière sournoise, d'araignée gluante à gerber. J'aurais jamais dû utiliser ce terme dans un réquisitoire. C'est vrai, je ne le referai plus. Mais j'avais pris la précaution de dire c'est Fourniret lui-même qui, en pleine audience, s'est emporté contre Monique Olivier et a dit textuellement cette Monique Olivier, elle est agerbée.
à gerber. Il l'avait répété 3 fois. Le but du réquisitoire, c'était d'obtenir la perpétuité contre les deux, incompressible pour Fourniret, et une perpétuité avec une période de sûreté la plus longue possible pour Monique Olivier. C'est ce que j'ai obtenu. Elle avait tout pour être diabolisée. Tout. Parce que ce qu'elle a fait est horrible. Coupable, elle l'est. Être en prison, elle l'est, elle le restera. Mais pouvoir se rendre compte que on a vraiment voulu diaboliser les choses pour répondre à une envie sociale et pour répondre aussi aux fantasmes de certains, je pense que ça, d'un point de vue déontologique, ça ne se fait pas. Michel Fourniret est incarcéré dans cette prison en Alsace. Monique Olivier, elle, purge sa peine à Rennes. Pour la première fois après 17 ans de vie commune, elle se libère de l'emprise du tueur. Pendant sa détention, il lui écrivait. Et chez elle, ça a un écho. J'ai existé pour lui. Pour lui, il m'a fait vivre moi. J'étais une personne. Donc ça la ramène sans arrêt, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'elle me dit « je veux plus de ces lettres ». Donc on a supprimé les lettres de Michel Fourniret, on a stoppé les écritures. Il écrivait, mais on n'ouvrait pas. Et puis, comme ça, elle se séparait de lui. Et après, c'est difficile, c'est pas parce qu'elle se retire de Michel Fourniret qu'elle devient quelqu'un qui existe pour autant. Elle retombe dans son évitement, dans sa faible estime d'elle-même, tout ça. Bon, elle n'est rien, elle considère qu'elle n'est rien. En août 2010, depuis sa cellule, Monique Olivier demande le divorce. Marianne Nicorel, surveillante pénitentiaire, l'a côtoyé pendant 8 ans. Elle m'a dit un jour, j'aurais jamais dû le connaître. Je suppose qu'elle parlait de M. Fourniret, je suppose. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Elle voulait, en fin de compte, peut-être nous passer le message, je suis encore une victime, comme j'ai été la victime de Michel Fourniret. C'est ça qu'elle voulait peut-être nous transmettre comme message. Cet éloignement va permettre à Monique Olivier de libérer sa parole dans des affaires jusque-là non élucidées. En 2015, 7 ans après leur procès, une nouvelle juge, Sabine Kéris, est nommée pour relancer l'enquête sur 2 meurtres attribués à Michel Fourniret et Monique Olivier. Celui de Marie-Angèle Domès, 18 ans, disparue à Auxerre à la sortie de son foyer en 1988 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Et celui de Johanna Parish, une jeune étudiante anglaise de 20 ans, dont la dépouille a été repêchée dans l'Yonne en 1990. À l'époque, Monique Olivier et Michel Fourniret vivent dans cette maison de Saint-Cyr-les-Colons, à quelques kilomètres d'Auxerre. En 2005, Monique Olivier avait avoué l'implication du couple dans ces 2 meurtres avant de se rétracter, prétendant alors avoir été malmenée par le procureur Nachbar, ce qu'il a toujours contesté. On a considéré que les aveux étaient nuls puisque Monique Olivier avait fait l'objet de violences. Donc les juges d'instruction en tirent toutes les conséquences utiles. Annulation des aveux, fin d'information, les affaires Parish et Domès n'ont pas de coupable. Et puis, comme ça, pendant 10 ans, il ne va rien se passer. Jusqu'au moment où Mme Kéris, qui dit « je récupère le dossier », et là, pendant 5 jours d'audition, ma cliente va être entendue par cette juge, mais on ne va pas parler de l'affaire, on va parler d'aucune affaire. On va parler de sa vie, pourquoi, son enfance, ses enfants, la détention, enfin, chaque jour un thème. Parce que quand on parle du reste, qu'on ne parle pas des affaires, qu'on parle de tout, de rien, etc., Monique Olivier parle bien. Elle va baisser sa garde, elle va baisser ses barrières, elle va baisser un petit peu tout ça. Et donc Monique Olivier va faire des aveux. Voici ce que Monique Olivier déclare concernant Marie-Angèle Domès. Michel m'a dit qu'il avait tué la jeune fille en l'étranglant et en me précisant qu'on ne retrouverait jamais le corps. Après ces aveux, la juge organise une reconstitution pour tenter de retrouver la dépouille de Marie-Angèle. À 79 ans, Michel Fourniret a perdu de sa superbe. Et Monique Olivier va en profiter pour prendre le dessus sur le tueur en série. Quand on commence à réentendre un petit peu sa façon de parler,
comment c'est compliqué. À un moment, même Monique Olivier, ça l'énerve. Et donc, à un moment, on se sent pousser les ailes quand on s'appelle Monique Olivier. Et lorsque Michel Fourniret ne répond pas, elle lui dit « Mais alors, tu vas répondre, oui, un petit peu, parce que là, tu commences à nous casser les pieds. » Et alors même Michel Fourniret, il se retourne, il la regarde, il dit « Mais ça ne va pas ou quoi ? Tu parles à qui ?» Il se dit « Mais elle prend la confiance, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Monique que je connais. » Puis il la regarde, il n'est pas... Bon, il vous regarde quand même, c'est quand même un tueur. Elle disait, maintenant, ça, tu peux le dire, ça, tu le sais, ça, toi, tu l'as fait. Je l'ai vu hurler en disant, si tu dis ça, moi, je vais dire toutes les saloperies que tu as faites. Et elle lui dit, vas-y, dis les saloperies. Et donc, on est vraiment dans un rapport de force entre eux qui n'est pas celui de la femme soumise qui aurait peur d'un Michel Fourniret qui pourrait lui faire du mal si elle faisait quoi que ce soit. C'est ce que dit Monique Olivier, comment j'ai pu avoir peur d'un homme qui est tout petit, que j'estime petit parce que c'est une grande femme. La juge Kéris souhaite résoudre un autre cold case. La disparition d'Estelle Mouzin. En janvier 2003, la petite fille de 9 ans s'est comme volatilisée en rentrant de l'école, à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'ombre de Michel Fourniret a toujours plané sur cet enlèvement. Mais les policiers de Versailles, en charge de l'enquête, ont écarté dès le départ la piste du tueur en série. En imaginant que Fourniret, effectivement, ce jour-là, ait eu une pulsion qui l'ait poussé à enlever une petite fille, je vois pas l'intérêt de faire des centaines de kilomètres pour enlever cette petite fille. Il pouvait juste passer la frontière, il pouvait même rester en Belgique. Et Michel Fourniret a un alibi. Ce soir-là, il aurait passé un appel à son fils depuis son domicile de Sarcustine en Belgique, à 300 km de l'endroit où Estelle a disparu. Monique Olivier a toujours nié l'implication du couple dans cet enlèvement, notamment en février 2017, face à la surveillante de prison, Marie-Anne Nicorel. J'ai osé lui dire ça. Je lui dis, vous savez, Madame Olivier, il y a des familles qui attendent et qui voudraient comprendre, qui voudraient savoir. Et je lui avais demandé de parler, de dire ce qu'elle savait sur Estelle. Et sa réponse m'avait été la suivante, il faut quand même arrêter de nous mettre sur le dos toutes les disparues de France et de Belgique. Estelle Mouzin, c'est un dossier à part. Il faut savoir que c'est quand même la plus petite de leurs victimes, la plus jeune de leurs victimes. Est-ce que là, quand même, ils ont transgressé une ligne, ils sont allés eux-mêmes plus loin que ce qu'ils avaient envisagé. Mais c'est peut-être la dernière victime, on ne sait pas. Est-ce que c'est la dernière victime du couple ? Mise en confiance par la juge Kéris, Monique Olivier se décide enfin à faire des révélations. C'est elle qui a passé l'appel, à la demande de Michel Fourniret, pour le couvrir, pendant qu'il enlevait Estelle. J'étais en colère après lui d'avoir enlevé une si petite. J'ai donc enfoui ce souvenir qui me faisait mal. On a bien avancé sur la piste Fourniret et on a plus avancé aujourd'hui en 6 heures qu'en 10 ans. Voilà, moi, c'est ce que je pense, et en tout cas, c'est tout ce que j'ai à faire comme déclaration. Et elle va dire, mais moi, j'ai vu cette jeune fille. Michel Fourniret l'a ramenée dans les Ardennes. Je l'ai gardée 2 heures et je l'ai aidé à enterrer la jeune fille une fois qu'il l'avait tuée. Devant cette photo que lui présente la juge Kéris 6 mois plus tard, Michel Fourniret avoue à son tour. Cette image-là, je la reconnais. Je reconnais un être qui n'est plus là, par ma faute. Il n'en dira pas plus. La mémoire du tueur en série commence à être rongée par la maladie d'Alzheimer. Et Michel Fourniret meurt 1 an plus tard, sans avoir révélé où il a enterré le cœur d'Estelle. Seule Monique Olivier pourrait aujourd'hui indiquer où se trouve la dépouille de la petite fille. Il y a 1 an, elle a participé à 4 jours de fouilles qui se sont avérées infructueuses. Joue-t-elle avec les enquêteurs ou a-t-elle oublié l'emplacement du corps ?
On y a cru parce que, notamment, Monique Olivier, peu à peu, a avancé. Mais elle a avancé tellement lentement. Il a fallu quasiment qu'on coupe la moitié d'une forêt pour qu'elle nous dise qu'elle était présente au moment de l'enterrement d'Estelle. Jusque-là, elle disait qu'elle était restée dans la camionnette. Y a-t-il un secret sur l'endroit où le corps a été enterré? Y a-t-il d'autres victimes? Découvrions-nous des horreurs commises par le couple? Je n'en sais rien. Par moment, elle a envie de collaborer. Et par moment, elle n'a rien à nous dire. Et quand elle n'a pas envie de nous parler, elle ne nous parle pas. Maintenant que Fourniret est mort, est-ce qu'elle ne va pas un peu reprendre sa place, être un peu sur le devant de la scène? Est-ce qu'elle ne va pas vouloir apparaître un peu? Je crains malheureusement qu'on n'apprenne pas grand-chose de Monique Olivier, mais j'espère encore une fois, et 100 000 fois me tromper. Ce sera tout l'enjeu du procès qui débute dans 8 jours à Nanterre. À la veille de cette audience, Monique Olivier a de nouveau été expertisée. Son QI est cette fois-ci jugé normal. Elle n'est plus la surdouée du crime du procès de 2008. À 75 ans, elle comparaîtra seule pour sa complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et les meurtres de Johanna Parish et Marie-Angèle Domès.